Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Alors le temps que vous arriviez dans la salle, je vois que vous arrivez progressivement. Je vais vous faire le petit pitch classique, donc technique. N'hésitez pas à utiliser le chat, l'onglet discuter, me dire si vous m'entendez, vous me voyez bien. Pensez à bien basculer le petit bouton bleu de hot à panéliste à tout le monde. Vous avez donc les équipes de cybercité qui sont dans les coulisses pour répondre à toutes vos questions. Et avant de donner la parole donc à Quentin et Thomas, pensez également à mettre toutes vos questions dans l'onglet questions et réponses pour qu'ils puissent y répondre. C'est punchy, ça dure 40 minutes. Et avant d'aller manger, si vous voulez qu'ils puissent y répondre, préférez donc cet onglet. Vous pourrez également commenter et voter les différentes questions. Et donc, je vous laisse en compagnie de ces messieurs et je vous souhaite une bonne conférence. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire dédié au maillage interne et au netlinking, dans lequel nous allons aborder différents sujets. Tout au long de ce webinaire, si jamais certains points sont flous pour vous, n'hésitez pas à poser des questions, Sylvie se tient à disposition. Et aujourd'hui, on va vous parler de maillage interne et netlinking, comment les associer aux bénéfices de votre SEO. Et donc, mon cher Thomas, on va commencer par une question. Pourquoi est-ce qu'on a décidé d'aborder ce sujet? Effectivement, c'est vrai que quand on parle linking en SEO, donc en référencement naturel, on entend toujours le netlinking. Voilà, en SEO, dès qu'on veut travailler ces liens, on va s'acharner à générer des backlinks, à faire en sorte qu'il y ait d'autres sites qui fassent des liens chez nous. C'est ce que tu disais dans la conférence ce matin, cette action de créer tous ces backlinks. On sait que c'est très bien, que ça marche là-dessus, il n'y a pas de débat, c'est vraiment travailler ces liens internes, ces liens externes, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Mais en fait, le maillage de liens internes, quand on est sur son propre site, c'est le parent pauvre du référencement naturel. On sait que c'est long, c'est fastidieux, ça nécessite d'avoir certains outils très spécifiques, sauf que ça reste tellement plus performant d'aller travailler ces backlinks en parallèle d'un bon maillage de liens internes. C'est pour ça que on pense que c'est vraiment intéressant d'avoir cette vision d'ensemble pour travailler tous les types de liens qui existent. Et pour vous parler de tout ça, donc, je suis Thomas Béjean, consultant SEO chez Cybercité dans l'équipe de Rennes depuis 2017. Voilà, ça fait quelques années que je fais du référencement naturel, depuis 2008 maintenant, et j'interviens sur tout type de compte, que ce soit de la start-up au grand groupe. Et donc, moi, c'est Léo Quentin, je suis issu d'une formation dans le domaine du multimédia et je suis chez Cybercité depuis 2017 et je gère un portefeuille de clients divers et variés. Et en fait, à nous, c'est quasi 30 ans d'expérience cumulée. En presque 15 ans, on a vu pas mal d'évolutions côté SEO et surtout sur la partie linking, puisque c'est quand même la spécificité Google. Et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, parlons un peu de Cybercité. Donc, il faut savoir que Cybercité, c'est 22 ans d'expérience, 20 millions de chiffres d'affaires, 6 agences en France, donc Lyon, Chambéry, Paris, Nantes, Nice et Rennes, où on se situe actuellement avec Thomas. Des centaines de clients satisfaits, 130 experts aux métiers différents à disposition, sans oublier, bien évidemment, la partie service R&D pour la conception et développement d'outils internes. Et pour terminer sur Cybercité, il faut savoir qu'on est en constante recherche de nouveaux talents, donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Et maintenant, pour attaquer et rentrer dans le vif du sujet, aujourd'hui, on va vous présenter 4 thèmes. Le premier, ça va être vraiment, là, j'ai commencé à parler de mots linking, netlinking, backlink, lien interne, externe, plein de vocabulaire spécifique à la thématique qu'on est en train de traiter. Donc, l'idée, ça va être de représenter un petit peu tout ça. Qu'est-ce que le linking dans son ensemble? On va parler de web, de différence entre tous ces éléments-là. Ensuite, dans le chapitre 2, on verra ensemble pourquoi travailler sur netlinking. Et on ne va pas voir ici, comme tout à l'heure, comment créer des backlinks, mais surtout comment se positionner dans un marché ou encore comment faire parler les chiffres avant de créer du backlink. Ensuite, moi, je vais enchaîner sur la partie linking interne. Cette fois, c'est vraiment, on va dire, les 2 grands éléments de la conférence. Ça va être un petit peu la même logique, mais cette fois chez nous. Pourquoi faire des actions chez nous? Comment faire circuler le jus, l'exploiter au mieux? Et à la fin, on terminera bien évidemment sur l'intérêt de travailler les 2 en parallèle. Comme je disais dans l'introduction, ça permet vraiment d'avoir une synergie sur des stratégies de lien. Et dans cette première partie, alors là, ça va être vraiment un petit peu introduction pour comprendre de quoi on parle. C'est vraiment, je pense, un petit peu à la base de savoir pourquoi ça marche. Ça nous permet de prendre des décisions en connaissance de cause.
Ben là, c'est vraiment, on va voyager dans le temps. On va voyager dans le temps et on va retourner au fondement même du web. Le web, en fait, c'est cette fameuse toile, hein, ça a été à l'époque voilà, vraiment représenté par la toile d'araignée qu'on avait partout. Hein. Bref, ce web, en fait, fonctionne grâce aux liens. Les liens, c'est vraiment ce qui permet de lier des documents entre eux. D'un document A, je peux aller à un document B. Nous, ce qui nous intéresse, en l'occurrence, c'est les pages web, pages HTML. Et les liens, si j'arrive à récupérer la petite souris, alors j'espère que vous voyez ma souris, c'est ce que vous avez en bas à gauche. Ça, c'est vraiment la représentation technique d'un lien. Là, vous avez un code. En l'occurrence, voilà, c'est le fameux Ahref pour les initiés. Vous avez un code qui dit il y a un lien qui pointe vers cette ressource-là. Et on verra juste après que ça, c'est le cœur du fonctionnement de Google. Ensuite, vous avez deux types de liens. Hop, vous avez deux types de liens. Donc là, pareil, à droite, si vous ne voyez pas ma souris, vous avez en fait la représentation graphique d'un site Internet. Donc ça, c'est une page web dans un site Internet. Et vous avez en rouge, en fait, un premier type de lien. C'est un lien sortant. Ce site-là, il va faire un lien vers un autre site. Et c'est dans ce contexte-là que pour ce site-là, on va avoir ce qu'on appelle du netlinking. Il y a vraiment un lien qui est fait d'un site A à un site B. Mais ces liens, c'est aussi, ce qu'on a tendance à oublier, pourtant on l'utilise tout le temps, ce sont des liens vers son propre site Internet. Là, pareil, en bleu, vous avez un lien qui pointe vers une autre page du site Internet. Et là, on a du linking interne à son propre site. Et c'est vraiment ces deux éléments qui font qu'Internet fonctionne, que le web tel qu'on l'utilise fonctionne. Voilà, il y a des ressources entre les documents et on navigue, voilà, c'est vraiment les termes du début du web, mais on navigue entre les pages. Et en fait, historiquement, tous les moteurs de recherche fonctionnaient de la même manière. C'est-à-dire qu'on avait des moteurs qui allaient analyser le contenu des pages, c'est-à-dire cette page, elle doit se référencer sur tel ou tel mot-clé par rapport au contenu qu'il y avait dedans. Et un jour, une personne a eu une idée donc d'aller intégrer un autre élément dans le fonctionnement du moteur de recherche. Et cette personne, c'est Sergey Brin, que vous avez, alors pas ici, là on a Larry Page, mais c'est Sergey Brin et Larry Page qui ont créé Google. Et ces deux personnes, en fait, sont arrivées à faire évoluer le moteur. Et là, en l'occurrence, on a Larry Page qui a créé le fameux PageRank. Alors, le PageRank, ça, c'est vraiment historique dans Google. Je pense que tout le monde a entendu parler. Pour la petite histoire, ce n'est pas le classement ou le rang des pages. C'est vraiment pour Larry Page. Larry Page, il a créé un algorithme, c'est le PageRank, et ça, c'est dans Google. Et en fait, cet algorithme, il va simplement essayer de regarder comment sont faits les liens, que ce soit les liens internes et les liens externes. Ça va vraiment analyser l'ensemble des liens. Et donc, c'est pour ça que je reprenais le point de départ, le web, parce que sans lien, pas de PageRank, et sans PageRank, pas de Google. C'est vraiment l'avantage concurrentiel, en fait, qui a tout changé. Et cet avantage concurrentiel, il est toujours là. Et c'est ça vraiment qu'on va travailler spécifiquement dans cette stratégie SEO. En fait, ce PageRank, alors là, c'est vraiment pour la logique, hein, même si le mode de calcul a changé depuis l'application initiale, le concept reste le même. Le concept reste le même. Et en fait, c'est le principe d'un surfeur. Ouais, Google, il va mimer le comportement d'un internaute. Il va arriver sur une page web et là, il va regarder tous les liens qu'il y a sur cette page web. Donc là, je vous commence à comprendre les liens sortants, mais aussi les liens internes. Et là, il va faire un calcul de probabilité, dire j'ai telle probabilité de cliquer sur ce lien-là. Et en fait, le PageRank, il va faire ça à l'échelle du web. Et en fait, il va calculer à l'échelle du web la probabilité que le robot de Google arrive sur une page à un instant T. Et donc, on comprend tout de suite l'importance des liens. Plus on a de liens qui pointent vers la page qu'on veut référencer, plus le robot de Google a de probabilité de se retrouver sur notre page à un instant T. Et c'est vraiment ça, en fait, qu'on va travailler. Aujourd'hui, on sait qu'on est plus sur des notions beaucoup moins aléatoires, hein, on est plus sur des notions de surfeur raisonnable où, encore une fois, le robot de Google, il veut mimer le comportement de l'internaute. Et l'internaute, il a plus de probabilité de cliquer sur un lien dans le corps d'un article, par exemple, dans un corps de texte, plutôt que dans un footer. Donc, on aura plus de PageRank si on a un lien qui vient d'un article plutôt qu'un lien qui vient du footer ou d'une barre sur le côté d'un site. Donc, voilà pourquoi, en fait, le netlinking fonctionne et voilà pourquoi son maillage de liens internes est extrêmement important. Parce que c'est l'intégralité des liens qui sont pris en compte.
Pour vous donner un ordre d'idée, en fait, quand le robot de Google il arrive sur une page web, il va regarder tous les liens de la page et c'est par rapport à ces liens-là qu'il va envoyer un petit peu de popularité à chacun des liens. Ce qui veut dire que on va diviser en fait la popularité qu'on envoie à chaque page par rapport au nombre de liens présents dans la page. Pour comprendre le principe théorique, c'est que si vous avez une page qui fait 100 liens, elle envoie 100 fois moins de popularité que si elle avait fait un seul lien. Et derrière, c'est aussi pour ça que quand on veut des backlinks, l'idéal, c'est un backlink dans un article qui ne fait pas 50 000 liens vers d'autres sites, en fait. Parce que c'est le fonctionnement même du cœur de Google. Et c'est ça qu'on va essayer de travailler, donc en externe, comme vous l'avez vu ce matin, et aussi sur son propre site. Et derrière, ce maillage qui soit interne ou externe, c'est vraiment convergent. L'objectif, c'est vraiment d'augmenter les chances que le surfeur de Google se retrouve sur notre page. Et derrière, en fait, tout simplement, ça va être de passer devant les autres et gagner en référencement naturel. Donc, chapitre 2, pourquoi travailler sur netlinking? Donc, concrètement, si on rentre dans le détail, l'objectif numéro 1 de créer du backlink, du netlinking, c'est de plaire à Google. C'est très simple. En fait, si Google a confiance en X et que X fait un lien vers Y, alors Y gagnera également en confiance aux yeux de Google. Et en fait, la confiance, c'est ce que Thomas disait à l'instant, c'est la probabilité que le robot a à se retrouver sur le site à un instant T. En gros, il faut retenir une chose, c'est que plus le site a de liens, et plus il est important aux yeux de Google. Et si un site important vous fait un lien, eh bien là, on va parler de transmission de popularité, effectivement. Si j'ai un lien vers un petit site avec peu de popularité, alors la transmission sera faible. Par contre, si j'ai un lien sur un site à grosse popularité, alors j'aurai une belle transmission de popularité. Et le netlinking, ça permet en effet de gagner en popularité. C'est un signal qui est très positif envoyé à Google. Mais surtout, attention à ce que dit Google sur ce sujet, parce que le moteur, clairement, n'aime pas se faire manipuler. Et donc, que dit Google à ce sujet? Je vous ai mis les guidelines de Google sur la slide, mais ce n'est pas la peine de le lire spécialement. C'est tout simplement pour vous faire comprendre que c'est écrit noir sur blanc dans ces règles que les backlinks, pour le manipuler, c'est le mal. Pour manipuler ces résultats, oui, c'est le mal. Quand Google dit que les backlinks sont très importants pour lui, permettre de classer les sites dans sa résultat de recherche, ils doivent être vraiment naturels. Et en fait, d'après Google, d'après ce que Google dit, il faut publier un contenu unique, pertinent, qui soit à forte valeur ajoutée. Et ensuite, eh bien, l'internaute ou le lecteur viendra créer un beau lien sur son site de manière 100% naturelle. Et là, Thomas, j'ai une question pour toi, qui est un grand fan de rétro gaming. Est-ce que tu as déjà créé un lien, un backlink sur un site à toi, si tu en as, après avoir lu un article de site spécialisé? Bien sûr que non. Clairement, je n'ai jamais généré de lien naturellement vers un autre site. Alors, ça fait 20 ans, même plus, que j'utilise Internet. Je n'ai jamais généré de backlink naturel. En disant, ce site est super, sur mon site, je vais faire un lien. Alors déjà, ça veut dire qu'il faut avoir un site. Mais on a vu, c'est le cœur de Google. Et aujourd'hui, je pense que vous pouvez vous aussi vous poser la question, est-ce que j'ai déjà, depuis un site Internet, générer un lien vers un autre site? Je pense que la réponse va être non. En plus, maintenant, on a des usages où si quelque chose nous plaît, on va le partager sur un réseau social. Et là, ça pose d'autres questions, puisque le réseau social, est-ce que le robot de Google prend en compte les liens sur les réseaux sociaux? C'est un autre débat, c'est un débat qu'on n'aura pas aujourd'hui, puisque c'est un autre débat, parce qu'on sait que le robot de Google, pour passer sur un réseau social type Facebook ou Twitter, c'est un accord commercial entre deux entreprises. C'est déjà arrivé que Google se voit refuser l'accès sur Twitter. Parce que c'est une histoire de gros sous, là, on ne va pas se mentir. Et le débat qu'il pourrait y avoir, c'est est-ce que Google, dans son algorithme de base, va rentrer un paramètre qui est est-ce que Twitter m'autorise ou pas à passer dessus? Là, c'est compliqué. Mais par contre, on sait que la notion de lien, au sens strict du web, comme on l'a utilisé, un lien d'un site A vers un site B, ça, c'est le cœur de Google. Mais par contre, comment on fait pour générer des liens si les utilisateurs du web ne le font pas, quoi? Merci Thomas pour ton retour, pour ton avis, en sachant que je n'ai jamais non plus créé de lien comme ça après avoir lu un article à forte valeur ajoutée. Donc on est tous d'accord à ce niveau-là. Si on écoute Google, restons passifs, perdons du temps et pendant que nos concurrents, eux, avancent et se différencient. Donc, et d'ailleurs, comment se différencier? Tout simplement en mettant l'accent sur la popularité. Pour rappel, le SEO,
se base sur 3 piliers principaux, donc la technique, le contenu et la popularité. Et il faut savoir que le socle technique, votre socle technique, il est sûrement identique à celui de vos compétiteurs. Effectivement, il y a une étude qui est sortie sur le blog du modérateur, sur les parts de marché des CMS en 2021. On a du WordPress à 64%, du Shopify à 5%, du Joomla à presque 4%. On sait donc que ce n'est pas le socle, votre socle technique, qui fera la différence. Au niveau du contenu, c'est la même chose. Il est forcément 10 fois similaire à vos concurrents. Et ce qui est normal, ce n'est pas simple de se différencier sur des services ou produits similaires à ceux des concurrents. Et donc là, c'est là qu'intervient la popularité, parce qu'elle permet de faire grossir votre site aux yeux de Google lorsqu'elle est faite dans les règles de l'art. Et vous allez me dire à ce moment-là, comment ça, les règles de l'art? Eh bien, oui, parce que chacune des thématiques, elle est traitée différemment par Google. Et ça, c'est important de le savoir. Il faut donc au maximum s'adapter, faire mieux que les confrères, mais tout en se fondant dans la masse pour avoir des chances de performer. Et on ne fait pas de netlinking, en tout cas chez Cybercité, de la même manière quand on est par exemple un électricien à Rennes ou quand on fait de l'assurance au niveau national. Voilà, on fait avant tout parler la donnée. Et donc, l'idée principale, c'est d'étudier le marché avant de se lancer tête baissée dans la production de liens. Et quand je dis étudier le marché, c'est pour être le meilleur et ne pas faire n'importe quoi, parce qu'il faut savoir que le netlinking, ça peut être aussi clairement nocif si on ne connaît pas la manière de le faire. Donc, pour Google, il faut être dans le marché, être un acteur important, et pour ça, il faut le connaître, le marché. Thomas, je pense que tu vas être d'accord avec moi, mais on entend souvent « OK, mais combien ?» Combien de liens je dois générer? Ça, c'est ce que tu disais. On n'a pas la réponse absolue. Voilà. Donc, il n'y a pas de chiffre gagnant, il faut le savoir. Et clairement, créer du lien pour créer du lien, ça ne sert à rien à part pas son temps. Et il faut avant toute chose étudier la SERP, donc étudier les résultats de Google. Que ressort Google dans ces résultats sur vos thématiques? Et surtout, est-ce que vous êtes légitime pour y figurer? Et ensuite, il faut étudier les concurrents visibles. Alors, quand je dis visibles, effectivement, c'est les concurrents web, les concurrents qui sont présents, qui vous dérangent sur Google, ceux qui sont visibles, et se poser les bonnes questions. Est-ce que déjà, vous avez des concurrents web? Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils font du netlinking de manière agressive ou soft, etc. Et attention, car vos concurrents, c'est très important, vos concurrents ne sont pas forcément les concurrents sur Google. Et donc, en fonction de l'analyse, vous verrez qu'il y aura des parties sur votre site qui auront besoin de moins de popularité et que d'autres parties de votre site en auront besoin. Certaines de vos pages, effectivement, se positionneront naturellement sans avoir besoin d'aucune popularité. Par contre, il y en a d'autres sur lesquelles vous serez obligé d'envoyer de la popularité pour espérer percer. Il faudra donc tout simplement envoyer de la popularité là où le site en a besoin, mais également de la sémantique par le biais de l'encre. L'encre, Thomas en a parlé tout à l'heure, c'est, comme indiqué sur la diapo, c'est le mot qui constitue le lien. Donc, comme dit depuis le début, il faut avant tout étudier, analyser le marché, avant toute action pour savoir ce que font les meilleurs. Et bien, clairement, c'est pareil pour les encres de lien, donc vraiment le mot qui constitue le backlink, et encore plus depuis que Google fait la guerre aux encres suroptimisées. Donc, clairement, une mauvaise décision à ce sujet, ça peut réellement être fatal pour la visibilité de votre site. Il faut donc prendre les bonnes décisions en faisant, encore une fois, parler les chiffres. Donc, la data permet de savoir où vous êtes et où vous pouvez aller. Donc, je vais prendre un exemple tout simple. Sur la slide en bas à gauche, je vois que je suis au-dessus de la moyenne de mes concurrents web au niveau des encres suroptimisées. Gros risque, et ben donc, pour le prochain backlink, je vais donc en créer, je vais éviter de jouer, j'ai plus les mots, de jouer avec le feu, et je privilégierai donc un autre type d'encre. On va trouver la bonne formule en fonction de chaque thématique travaillée et surtout prendre les décisions en fonction de la data. Et comme on l'a vu précédemment avec Thomas sur le fonctionnement même de Google, eh bien, l'objectif principal, c'est donc d'inciter en fin de compte le surfeur à revenir chez nous. Il faut donc se donner toutes les chances de l'attirer vers nous en créant des backlinks et qui ne pointent pas forcément que vers votre site. Il faut savoir qu'en effet, un backlink qui ne pointe pas vers votre site peut être quand même bénéfique pour vous. C'est une histoire, comme le dit Thomas, je le répète, de probabilité. Je vais prendre un exemple sur la slide. Si votre site, c'est le site A,
et qu'on a un backlink qui pointe directement vers le site C, et ben, ce backlink-là sera quand même bénéfique pour vous. Pourquoi? Car grâce à ce backlink, le surfeur a plus de chances au final de revenir chez vous, le site A. Et dans une stratégie SEO, il ne faut pas hésiter à ajuster en restant agile, vraiment. Il faut savoir que le web, c'est quelque chose qui est vivant. Il y a des refontes, il y a des sites supprimés, des sites créés, des pages, comme des sites, des pages créées, des pages supprimées. Et donc, il faut donc savoir corriger et surtout ajuster le tir, par exemple, en mettant en place des redirections lorsqu'un backlink pointe vers une erreur 404 sur votre site. Puisqu'il faut savoir qu'une erreur 404, donc un backlink qui pointe votre site vers une erreur 404, ça bloque la transmission de popularité. Donc, on voit donc aussi que ça a des répercussions sur votre site, et c'est justement ce que Thomas va nous présenter dans le chapitre suivant. Complètement. Donc là, effectivement, on vient de voir dans les grandes lignes le fonctionnement et l'importance du linking. Dire, dès qu'on travaille en dehors de son site Internet, c'est important de connaître son marché, de savoir où on est, qu'est-ce qu'on doit faire. Et là, moi, ce que je vais vous présenter en complément, c'est une fois que vous avez, comme disait Quentin, vous avez une technique globalement dans le marché, vous n'allez pas réinventer la roue. L'objectif, c'est d'être au minimum, au moins aussi bien que les autres. Le contenu, pareil. Vous n'allez pas. Alors on sait qu'on peut essayer d'avoir un meilleur contenu, mais globalement, quand vous vendez le même produit que les autres, ça va être difficile de se différencier. On vend le même appareil photo sur deux sites. Comment on fait la différence? Derrière, on sait que c'est la popularité qui va faire la différence. Donc, avec tout ce que vient de nous présenter Quentin, mais tout ce travail-là, comme je disais, il va y avoir une synergie sur la propriété, sur son propre site Internet. Et donc, le premier élément, pourquoi travailler son maillage de lien interne? Là, une slide volontairement, on va dire, provocatrice. Voilà, c'est tout bête, mais parce que c'est gratuit, en fait. On est chez nous. Alors, c'est bien d'aller chercher des liens, générer des liens sur des grands acteurs. On sait que ça a un coût, forcément. Dès qu'il y a des intermédiaires, il y a des coûts. Quand on est chez nous, normalement, c'est gratuit. Après, je vais vous présenter, bien évidemment, des éléments techniques. Donc, on sait que ça peut faire appel à, on va dire, une agence, ou si on n'est pas staffé, si on n'a pas les ressources. Bien évidemment, ça peut aussi avoir un coût, mais c'est quand même, c'est-à-dire, on est chez nous, commençons par travailler chez nous. En tout cas, ne l'oublions pas. Premier avantage de travailler son maillage de lien interne, on va voir que c'est vraiment 3 familles d'avantages. Le premier, c'est vraiment au global, pour l'intégralité du référencement naturel du site, pour la bonne santé SEO du site Internet. C'est la notion de crawl budget, alors, du budget crawl en fonction de comment vous appelez ça, mais en gros, c'est ce qu'on disait vraiment tout au début. Quand le robot de Google il arrive sur une page, il va regarder tous les liens et là, il y a une probabilité qu'il suive un lien ou pas. Et pour faire cette action-là, Google, il s'autorise un certain temps ou un certain nombre de clics. On ne sait pas exactement, mais en fait, il s'autorise un certain nombre de temps. C'est-à-dire qu'en gros, quand il va arriver sur une page, il va suivre les liens, mais il ne va pas faire tout votre site. Donc, potentiellement, si on a mal pensé nos liens internes, le crawl budget va être dépensé là où on ne veut pas que le robot aille, ou là où ce n'est pas stratégique. Voilà, on fait du netlinking vers des pages spécifiques, mais notre crawl budget il dirige le robot ailleurs. Peut-être que là, au global, il y a moyen de faire un truc, et on verra quelques exemples. Ensuite, on va également avoir du linking très tactique. Là, pour faire circuler le jus à travers vraiment notre site, on verra, c'est vraiment améliorer la visibilité sur des mots-clés. J'ai tel mot-clé, je le travaille en linking. Comment, via mon maillage de lien interne, je peux l'attaquer également et vraiment créer cette synergie. Ensuite, le petit bonus, donc ça, c'est vraiment quelques exemples. Petit bonus internaute, toute cette logique en fait, qui nous permet de repenser la navigation pour les robots. Ça peut aussi aider en fait la navigation de l'internaute. Parce que le robot de Google, on disait, il tente à simuler le comportement de l'internaute. Si on fait des choses pour l'internaute, ça marche aussi pour le robot. Moi, j'ai tendance à dire, en tout cas, c'est un petit peu l'état d'esprit qu'on a, nous, quand on fait des recommandations, que ce soit pour de la création, de l'optimisation ou de la refonte de site Internet. Si on pense à l'internaute, notre grille d'analyse, effectivement, c'est l'internaute, on fait les choses pour l'internaute, de plus en plus, ça marche pour Google, en fait. Et c'est vraiment cette grille d'analyse qui est importante. Le premier exemple, c'est vraiment le cas classique du menu mobile. Donc là, alors vous avez une capture d'écran un petit peu basique, mais pour vous expliquer ce que c'est, en fait, c'est vraiment une capture d'écran du cache de Google. Donc en fait, on est capable de savoir aujourd'hui comment le robot de Google a vu la page. Alors, une petite parenthèse technique, quand le robot de Google il arrive sur une page, il la copie sur ses disques durs.
Il y a vraiment ça. Là, est-ce que le robot de Google peut copier votre document HTML? Ça, c'est une autre problématique. Mais quand il y arrive, eh ben, voilà ce qu'il voit. Et là, on a en fait, si vous regardez attentivement, j'espère que vous voyez bien, mais vous avez deux éléments totalement identiques. Donc, on voit que c'est des menus de navigation. Ils n'ont pas les mêmes couleurs, donc ça montre que pour certains liens, j'ai cliqué dessus, pour d'autres, je n'ai pas cliqué dessus. Et en fait, ça, on a un cas concret on a codé un menu en double. On a un menu qui est petit pour quand on navigue sur le téléphone et on a un menu qui est grand pour quand on navigue sur un ordinateur. Là, parce qu'on a doublé le menu, on a divisé par deux toute la popularité du site Internet. Sur l'intégralité des pages du site, on divise par deux la probabilité que le robot de Google aille sur des pages qui nous intéressent. Donc, rien qu'avec cet élément, on fait x2 en gain de popularité si on arrive à le corriger. Alors, c'est la même logique, je n'ai pas précisé, mais effectivement, c'est la même logique avec les footers SEO qu'on voit encore. Nous, c'est dans le cahier des charges, on dit ne pas dupliquer le menu dans le footer. Parce que, en gros, ça ne sert à rien. La probabilité que l'internaute a de cliquer dans le footer est quand même très faible. Et doubler le menu dans le footer, à part diviser la popularité qu'on envoie aux autres pages, c'est de la discussion à avoir. Moi, personnellement, je ne suis pas fan. Après, on sait que le footer, c'est information légale. Ça, il n'y a pas de débat. L'internaute s'attend à retrouver les informations légales dessus, mais on ne va pas doubler le menu dans le footer. Un footer SEO, on évite. Ensuite, l'autre cas classique, c'est là pour les sites e-commerce, c'est l'ajout au panier. Donc là, je vous ai mis à droite une capture d'écran d'une page de résultats listing d'appareils photo sur un site de Darty. Donc ça, vous avez ça sur les 3/4 des sites e-commerce. Mais quand vous avez le listing de produits, là, je vous ai encadré en fait le bouton « Ajouter au panier ». Eh bien, on disait Google, il va transmettre la popularité à travers tous les liens en Ahref qu'on a vus. À gauche, vous avez deux manières de coder un bouton « Ajouter au panier ». Vous avez un bouton en lien Ahref qui sera pris en compte par le robot et un lien qui est codé en bouton. C'est tout bête, mais le code bouton existe en HTML. Le problème, c'est que si vous codez vos ajouts au panier en Ahref, j'ajoute au panier, là, imaginez si vous avez un listing produit de 100 produits, vous divisez par 100 la popularité transmise aux pages internes juste parce que le bouton ajouter au panier est mal codé. Ça, c'est un des éléments de maillage de lien interne qui profite à l'intégralité du site. Il y a un code HTML pour les boutons, autant l'utiliser. Typiquement, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est tout élément cliquable est potentiellement un lien qui va rentrer dans le calcul du PageRank qu'on a vu tout à l'heure. Un lien qui sera potentiellement suivi par le robot. Donc, il faut vraiment supprimer tous les liens inutiles. Là, je vous ai encadré des éléments qui potentiellement peuvent générer des liens Ahref. La notion de filtre, de tri, de facette, de pagination, voilà, les mentions légales. Tous les éléments encadrés en bleu peuvent être des liens supplémentaires qui ne servent à rien. Et donc, c'est vraiment être capable de dire, est-ce que c'est un lien? Est-ce que ce n'est pas un lien? En fait, derrière, il y a des solutions techniques à chaque fois qui existent pour faire en sorte que potentiellement, il peut y avoir interaction. J'ai besoin de filtrer mes produits, mais je ne veux pas que ça soit vu par le robot de Google. Là, on peut faire de l'obfuscation, par exemple, pour qu'un sélecteur ne soit pas vu par le robot de Google. On peut repenser sa pagination pour éviter d'avoir 50 liens différents, mais seulement des étapes intermédiaires. Il y a plein de solutions techniques qui existent, mais là, on est dans de la stratégie SEO. OK, dans mon site, où est-ce que je veux canaliser en fait ma popularité? Si je veux envoyer toute ma popularité sur ma page ajoutée au panier, tant mieux, mais ça ne sert à rien. Le petit tip, le petit bonus internaute, comme je disais, donc là, c'est vraiment 3 exemples pour illustrer, mais savoir que ça existe dans cette démarche aussi, dire on fait les choses pas que pour le robot de Google. Ça, c'est des modules qui existent sur certains sites. Le premier, c'est la notion de maillage de liens entre les articles relatifs. Donc ça, c'est un exemple sur Akena Veranda ou Akena Pergola, en l'occurrence, je ne sais plus quel site, mais c'est la même technologie. C'est de se dire que si j'arrive sur un article de contenu, on sait que faire du lien entre les articles de même thématique, ça va améliorer la probabilité que chaque article soit découvert par le robot de Google et donc améliorer la visibilité globale de l'ensemble des articles. Là, effectivement, on a un maillage de liens intelligent, automatique entre chacun des articles. Et derrière, pareil, quand l'internaute il a fini de lire l'article, on lui propose de poursuivre sa lecture. Ça, c'est la logique proposée pour aller plus loin. Ça aide aussi au robot
mais également aux internautes. Le deuxième exemple, donc là, c'est sur LDLC. Si vous allez, catégorie appareil photo, vous arrivez direct sur les meilleures ventes. Là, ça aide les internautes. Je sais ce que je veux acheter et j'ai direct les meilleures ventes. Donc, ça aide clairement les internautes. Mais ça aide aussi les robots. Là, on envoie directement du jus, de la popularité à des produits direct. C'est à ces produits qu'on a choisi, on veut leur envoyer la popularité. Donc là, il y a deux, encore une fois, c'est de la stratégie SEO. Est-ce qu'on envoie de la popularité à ces produits parce que c'est les plus vendus ou est-ce qu'on envoie de la popularité à ces produits parce qu'on veut les vendre et qu'on veut envoyer du jus dessus? Donc ça peut être des questions. Le deuxième élément, c'est aussi sortir, on disait tout à l'heure, plus il y a de liens, plus on divise la popularité. Peut-être que mettre tous les éléments de navigation dans le même menu sur toutes les pages du site, cette notion de méga menu, en fait, ça veut dire qu'on divise à chaque fois, si on a 3000 liens sur toutes les pages, on divise la popularité globale. Peut-être qu'une navigation en silo avec un sous-menu, j'ai les premiers éléments dans mon menu, quand je clique, je rentre dans un silo où j'ai un sous-menu thématique. Là, on sait que ça marche très bien en référencement naturel, mais ça aide aussi clairement la navigation. Quand on clique sur un menu et qu'on a 50 000 liens qui apparaissent, difficile de faire un choix. Quand il y a trop de choix, c'est compliqué. Ensuite, on a également, donc on a vu la visibilité globale, le petit bonus pour les internautes, mais c'est ce que je disais, le maillage, travailler son maillage de liens internes, ça permet aussi de faire ce qu'on appelle du linking tactique. Tactiquement, qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va agir? Donc là, comme je disais, c'est le parent pauvre du SEO, puisque ça prend du temps, ça demande de la méthode, des outils. Aujourd'hui, pour faire ça, il faut être en capacité de simuler le robot de Google, comme je disais, ce fameux crawl budget. On est capable de simuler le passage du robot. Et là, donc tout à droite, dans le tableau tout à droite, typiquement, qu'est-ce qu'on est capable de recalculer? Un PageRank alternatif, le link score. Dire, voilà, par rapport au maillage de liens internes, voilà le link score, donc un PageRank alternatif pour mes pages. La page stratégique sur laquelle je veux me positionner dans Google, quel est son link score? Combien de liens elle reçoit? Est-ce qu'elle reçoit les bons liens? Comment on peut travailler tout ça? Donc ça, on est capable, encore une fois, de travailler avec de la donnée, avec de la data. On essaie de recalculer en fait des valeurs qui nous permettent de prendre des décisions. Un autre élément, et là c'est le tableau du bas cette fois, c'est d'être capable de savoir la profondeur, le nombre de clics qu'il faut depuis la page d'accueil pour accéder à ma page stratégique. Là, je vous ai surligné en vert. Si ma page stratégique elle est à 5 clics de la page d'accueil, c'est-à-dire que à chaque fois on divise en fait. La probabilité depuis la page d'accueil que j'arrive sur une page 2, plus probabilité que j'arrive sur une page 3, plus probabilité. Vous vous rendez compte la chance qu'il faut pour Google elle arrive en 5e zone de clic? Non. Si c'est ma page stratégique, est-ce qu'on ne peut pas le ramener en fait? Et c'est pour ça que ça marche. Si on ramène l'élément plus haut, on améliore encore une fois la probabilité que le robot passe dessus. Et donc là, on est capable de savoir, de se dire, est-ce que ma page stratégique est en 5e position? Si elle est directe depuis l'accueil, c'est parfait. Et comment on peut travailler en fait l'arborescence du site internet et plus forcément le menu. Et c'est vraiment sortir de cette logique, ou en tout cas essayer d'avoir une logique complémentaire. Il y a le menu du site, mais aussi l'arborescence. Et l'arborescence, c'est comment on va crawler, comment on va accéder de page en page. Avec tous les trucs qu'on a vus tout à l'heure, les articles complémentaires, les produits principaux, les thématiques qu'on veut mettre en avant. Et tout ça, en fait, on le fait à la fois pour l'internaute, mais aussi pour tout ce qu'on vient de voir sur le maillage de liens internes. Au niveau du linking tactique, on peut aussi travailler un mot-clé. Là, je vous ai pris un exemple. On peut demander à Google, je veux améliorer mon référencement naturel sur le mot-clé aménagement comble. Je veux être sur ce mot-clé-là. Là, on peut demander à Google de dire donne-moi les pages de mon site que tu trouves pertinentes sur le mot-clé aménagement comble. Là, Google m'en trouve 37. Donc, sur mon site, j'ai 37 pages pertinentes sur ce mot-clé-là. OK ? Est-ce que ces pages font des liens vers ma page principale que je veux positionner sur ce mot-clé-là? Là, on va vérifier. Alors, pour 37 pages, on peut le faire à la main, mais quand vous avez des thématiques ou des silos de 300, 400 pages, on vaut mieux automatiser tout ça, mais de se dire, est-ce qu'il y a un lien ou pas qui pointe vers la page que je veux positionner? Là, on a l'info. S'il y a le lien, tant mieux, on n'en parle plus. S'il n'y a pas lien, là, c'est les fameux 1-0, oui, non. S'il n'y a pas lien, qu'est-ce qui fait que j'ai 20 pages de la même thématique qui
elles ne font pas de lien interne vers ma page principale. Là, action concrète, je vais dans mes pages, dans mon contenu, et je fais mon maillage de lien interne pour créer mon silo thématique aménagement compte. Pour aller plus loin, on peut aussi utiliser cette logique au service de la création et la rédaction du contenu. Donc ça, c'est une slide que je vous représente demain dans ma conférence sur le data, SEO et comment concevoir une stratégie de mots-clés. Mais cette logique de stratégie de mots-clés et de rédaction de contenu, elle peut aussi rentrer dans le cadre de l'optimisation de son maillage de lien interne. Pour vous donner un exemple, là, j'ai une page stratégique, rénovation maison, c'est le produit que je vends, je vais faire ma page de contenu là-dessus. C'est celle-là que je veux positionner sur un mot-clé. Ce n'est pas en ayant une page que je vais y arriver. Voilà, si vous avez une page sur un produit, que vous arrivez à être premier juste avec une page, c'est que vous êtes tout seul à le vendre, quoi. Là, il y a énormément de concurrence. Pour être légitime auprès de Google et être considéré comme le meilleur, il faut détailler la sémantique dans son exhaustivité. Ça, c'est ce qu'on verra demain. Mais par rapport à ça, là, si on regarde, on pourrait se dire cet article, il ne correspond pas à ce que je veux vendre, donc je ne vais pas le mettre sur mon site Internet. C'est dommage. Là, vous posez, non, cet article, OK, il ne correspond pas exactement à ce que vous voulez vendre. Par contre, on peut s'en servir pour faire du maillage de lien interne vers un titre principal. Et OK, on peut s'embêter à aller rédiger du contenu pour le mettre sur d'autres sites pour qu'il fasse des liens vers notre site. On peut faire la même chose chez nous, en fait. On crée du contenu sur notre site, alors lequel, ça demande justement d'alimenter une stratégie de création de contenu, mais une fois qu'on a ça, quel maillage de lien interne remontant vers ma page principale, je vais pouvoir mettre en place. Et c'est vraiment, du coup, intégrer toutes les composantes du SEO, même dans les stratégies édito. Donc, maintenant qu'on a vu les différents types de liens, que ce soit internes ou externes, pourquoi travailler en fait les deux en parallèle? Ça a des petits côtés positifs. Là, l'intérêt de travailler les deux est assez simple. Pareil, c'est assez provocateur, mais c'est normal. C'est tout simplement pour se positionner, en fait. Si vous avez le meilleur contenu du monde, le site techniquement le plus performant, le plus rapide, tout ce que vous voulez, c'est le plus beau, mais vous êtes personne à l'échelle du web, le linking, c'est le cœur de Google. Il faut le linking, c'est la popularité. Cette popularité, elle se travaille à l'extérieur et après, elle se canalise chez nous. Donc, c'est vraiment, en fait, comme disait Quentin, il faut faire la différence. Parce que vous prenez deux sites techniquement pareils. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est ça, en fait. Et concrètement, comme je disais, en interne, ça va nous permettre de renforcer les actions du netlinking. C'est cette logique de saut percé, ce que j'ai mis comme capture d'écran, c'est en fait, générer des backlinks, ça va vous apporter de la popularité, ça va vous apporter du jus. Là, si derrière, vous avez un panier percé, nous, on a des sites, on appelle ça des sites passoires, quoi. Il y a des trous partout. Alors, vous embêtez à envoyer du jus sur les bonnes pages, mais il y a des trous partout. Non, on va essayer de boucher les trous qui ne nous intéressent pas et ouvrir là où ça nous intéresse. En fait, en référencement naturel, il y a des années de ça, on parlait de PageRank sculpting. Parce qu'on était capable de sculpter en fait, le passage du robot de Google on mettait du nofollow sur certains liens. Bref, aujourd'hui, on sait que c'est une technologie qui n'est plus forcément viable. Donc, on essaie de pas sculpter, mais de modeler. Voilà. On pense le menu en conséquence. On ne fait pas un méga menu. On pense les modules en conséquence. On permet de mettre en avant des articles. On fait attention à son crawl budget. Et comme ça, on essaie de modeler en fait, un site de qualité, tout simplement pour faire circuler le jus vers les pages stratégiques. C'est vraiment ça. Attention à la perte de popularité, à la perte de jus. On veut dire, quitte à payer pour envoyer de l'eau, autant boucher les trous qui ne servent à rien et ouvrir là où on a du contenu de qualité. En fait. C'est vraiment ça. Pensez à votre workflow SEO. Et cerise sur le gâteau, cerise sur le gâteau, brouiller les pistes. Il faut toujours garder en tête que les meilleurs se font toujours copier. En effet, de notre côté, nous, on analyse les concurrents pour faire mieux. Il faut savoir que les concurrents font de même. Il ne faut jamais oublier que nous ne sommes jamais tout seuls dans la partie et qu'il faut toujours garder une longueur d'avance. Alors, tout ce qui est maillage interne, tout ce qui est contenu, c'est primordial. Mais par contre, le concurrent, le compétiteur peut l'analyser. Le netlinking, inversement, netlinking et relinking, ça peut être travaillé en sous-marin en brouillant les pistes. Donc, il est possible de le travailler très finement pour éviter toute copie de la part des concurrents en bloquant la plupart des outils d'analyse, comme par exemple Ahrefs ou Majestic, sont des outils qu'on utilise en interne pour analyser. On peut bloquer ces robots
pour éviter de donner la data à nos compétiteurs. Voilà, merci à vous tous. J'espère que vous avez apprécié ce webinaire et que la plupart des questions ont été répondues par Sylvie, mais on a du temps encore pour y répondre, mais pas Thomas. Je pense qu'on a du temps, ouais. Voilà, donc pour aller plus loin, en tout cas, en attendant, n'hésitez pas, on a des livres blancs à disposition. Il y en a même un qui est dédié au netlinking, donc faites-vous plaisir, vous pouvez le télécharger. Pour toute question, ne pas hésiter également à nous contacter en soutien avec Thomas à disposition. Exactement, merci. Merci à vous. Merci à vous pour votre écoute. Je pense qu'on a 2 minutes pour les questions. Là, il faudra pas essayer à nous couper parce que c'est la pause midi. Alors, je clique là. Normalement, il y a des questions. Si vous voudrez répondre à cette question en direct. Alors, dans une stratégie de maillage interne, est-ce que pour toi, les liens liés à des CTA comptent autant que des liens contextuels? C'est une bonne question et malheureusement, comme dans beaucoup de questions en référencement naturel, je vais répondre ça dépend. Parce que ça va dépendre du CTA, comment on le met, typiquement, comment on le met, sur quoi il pointe. Typiquement, aujourd'hui, on peut imaginer un contenu on va dire avec un premier paragraphe, un bouton, un deuxième paragraphe. Là, potentiellement, ce lien il peut compter autant qu'un lien contextuel parce qu'il y a du texte juste au-dessus, du texte juste en dessous. Donc, ça va dépendre de l'intégration du bouton et puis aussi sur quoi pointe le bouton et comment il est fait. Parce qu'il y a encore une fois des technologies de boutons qui ne sont pas des liens en fait. Le code du bouton n'est pas un lien. Donc ça peut comme ça ne peut pas. Et là, il faudrait un contexte. J'espère que je réponds. Ok, alors Jérôme, un mot sur les PBN. Alors effectivement, dans une stratégie d'acquisition de liens, de backlink, on a la stratégie des PBN. Donc les PBN, j'en ai parlé ce matin dans ma précédente conférence. Réseau privé de sites, ça signifie que vous avez votre site principal et que vous gérez effectivement une galaxie de sites qui vous appartient. Et effectivement, c'est une très bonne stratégie puisque vous avez la main sur vos différentes ancres qui pointent vers votre site principal. Vous avez accès au contenu, vous avez accès à différentes choses qui vous permettent de maîtriser à 100% votre stratégie d'acquisition de liens. Et vous pouvez, puisque vous avez la main sur votre site, sur ces sites-là, puisqu'ils vous appartiennent, vous avez également la possibilité, comme je le disais, de bloquer les robots Ahrefs et Majestic pour travailler votre stratégie d'acquisition de liens en sous-marin. Après, je rajouterais juste une précision. C'est oui, très bien, mais ça dépend comment. C'est toujours le fameux « ça dépend ». Parce que ce n'est pas en soi un PBN, si il est mal fait, qu'il est grillé aux yeux de Google, où tout est interlinké, s'il n'y a pas de popularité. Voilà, il faut savoir le faire, mais quand c'est bien fait, ça marche très bien, simplement. Quid de la présence d'un site marchand, page catégorie. Dans un site marchand, page catégorie, plein de liens canoniques, listing produits dérivés, est-ce gênant pour le crawl budget? Avez-vous un retour KPI là-dessus? En fait, si j'essaie d'interpréter la question, c'est que sur une page catégorie, il y a plein de liens qui pointent vers, on va dire, des produits. On va voir le produit, le même en bleu, le même en rouge, le même en vert. Il y a des liens, mais à chaque fois, il y a une URL canonique vers un lien principal. À partir du moment où il y a des liens, oui, c'est un problème. Même s'il y a une URL canonique, ça va diviser la popularité. Il faudra que le robot de Google il crawl la page pour trouver l'URL canonique. Donc là, clairement, c'est ce qu'on disait, ça fait partie de la liste des problèmes. À chaque fois, il y a solution adaptée. Un des éléments qui pourrait être mis en place, c'est d'obfusquer ces liens-là. C'est-à-dire qu'on les rend invisibles aux yeux de Google, mais ils sont là pour l'internaute. L'internaute, s'il veut accéder à un t-shirt rouge, bleu ou vert, il a la possibilité de le faire, mais le lien n'est pas visible par le robot de Google. Et là, concrètement, oui, on peut grandement améliorer le crawl du site. Là, si vous avez 100 produits et à chaque fois 50 déclinaisons par produit, si on bloque tout ça, on améliore énormément le crawl du site, en fait. Marie-Julie, je n'ai pas compris comment on bloque les outils de type Ahrefs ou Majestic SEO. C'est le même principe que quand vous souhaitez bloquer le robot Google. Il y a énormément de techniques qui permettent de le faire. Je pense notamment à la technique qui est assez simple, jouer sur le robot TXT, où on peut très bien mettre, sans rentrer trop dans la technique, un disallo Googlebot. Je dis à Google, ne viens pas sur mon site. C'est le même principe avec Ahrefs ou Majestic. En fin de compte, il fonctionne avec des robots. Et dans ce robot TXT, on peut très bien dire un / disallo à Ahrefs ou Majestic. Ça leur indique, ne venez pas analyser mon site. Une dernière question, je pense qu'on a le temps. Est-il plus judicieux d'obfusquer les liens externes, social media ou autres, ou au contraire, laisser Google
scroller ses liens au risque de diluer son PR. Là, honnêtement, je pense que c'est une question de point de vue. C'est une question de point de vue. Moi, je le laisserais parce que c'est naturel, en fait. C'est naturel. Après, si on veut aller jusqu'au bout, pourquoi pas? Voilà, la question se pose. Et encore une fois, ça dépend de quel type de lien on parle. Typiquement, si vous utilisez un module pour générer des liens de partage, les liens ne seront pas visibles par robot de Google parce que ce n'est pas des liens. Si on parle du lien qui pointe vers la page Facebook de votre site ou de votre marque, là, il y a autre stratégie. Est-ce que je veux que ma page Facebook ait de la popularité? Est-ce que je veux qu'elle vienne se positionner quand on tape ma marque dans Google? Les 3/4 du temps ou 99% du temps, c'est oui. Je veux que quand on tape ma marque dans Google, il y a mon site, mon Facebook et tous mes réseaux sociaux. Donc là, il faut envoyer de la popularité à votre Facebook. Donc, vous pouvez faire une campagne d'acquisition de backlink vers votre page Facebook. Vous pouvez faire un lien depuis votre site vers votre page Facebook. Et il y en a un qui est gratuit et l'autre payant. À vous de voir. Exactement. Ça s'arrête là? Ouais, je pense qu'on est plutôt pas mal. Là. Merci en tout cas. Merci bien. J'espère que ça vous a plu. Et puis, n'hésitez pas, encore une fois, à nous contacter si vous avez des questions. Merci messieurs. Et donc j'envoie le lien également dans le chat. Voilà pour la prochaine conférence qui sera à 13h45 sur l'importance des visuels dans les campagnes d'acquisition. Je vous souhaite un bon appétit. À tout à l'heure. Encore bravo messieurs pour votre conférence. Merci. Au revoir.